En direct pour les vraies voix du foot jusqu'à 21h sur Sud Radio avec, comme tous les mardis soirs, Guy Carlier. Salut Guy. Bonsoir à tous. Ah, le micro est pas allumé, c'est fait. Ah bah là c'est bon. Tu peux y aller. Ah, ça commence bien. Ah ouais, je sais. C'est du sabotage, ça, tout de suite. Emmanuel Galasso, on a reconnu la voix. Salut Emmanuel. Salut Philippe, salut à tous. Il est évidemment là, Maxime Sénat. Salut Bonsoir, Maxime. je vais essayer d'allumer les micros pour tout le monde. Avec ses gants, Ouais, avec ses moufles. c'est de la censure, il n'y a pas d'autre mot. Au menu de ces vraies voix du foot, on va faire une première demi-heure spéciale Ballon d'Or. On va parler de Rodri évidemment, mais aussi des autres, hein, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Haaland, qui sont seulement 5e et 6e. Kurzawa, tout le monde. Là tu vois loin. Check de Et Baté. ensuite on parlera évidemment de l'attitude du Real Madrid qui a fait la politique de la chaise vide au théâtre du Châtelet, ce qui est quand même pas la meilleure preuve d'un très bon esprit sportif. À partir de 20h30, avec Bastien Aubert, correspondant du Bout Football Club à Marseille, on reviendra en long, en large, en travers sur le classique de dimanche dernier où l'OM a été battu à domicile par le PSG. On va revenir sur le carton rouge. On va parler de ce classique, comme je vous l'ai dit, sous toutes ses coutures. Et on finira par quelques minutes. C'est un hommage à notre ami Maxime, éminent supporter des Girondins de Bordeaux. On parlera de la décision de justice qui a eu lieu aujourd'hui au tribunal de commerce de Bordeaux qui accorde un répit au club, au scapulaire. Allez, c'est parti, c'est les vraies voix du foot. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on commence, tiens, avec toi Emmanuel, pour Rodri, le Ballon d'Or. Rodri, est-ce un scandale son Ballon d'Or? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Moi, je souhaitais que ce soit Rodri et je trouve que c'est totalement mérité. On rappelle quand même les 3 critères, c'est performance individuelle, l'aspect collectif et les trophées remportés avec l'équipe. Et enfin, la classe et le fair play. Et je trouve que Rodri coche toutes les cases. Donc, c'est-à-dire sur l'aspect individuel, il a été élu meilleur joueur de l'Euro 2024, qui est selon moi le tournoi majeur de l'année. Oui. Collectivement, il a gagné avec l'Espagne le trophée. Il a aussi gagné 3 trophées avec le Manchester City, notamment la Première Ligue. Et enfin, pour ce qui est du fair play, je trouve qu'il a une image irréprochable. Il a eu un carton rouge, donc sur le terrain, il est aussi meneur. Et dans les médias, moi, je trouve que c'est un mec classe, c'est un mec élégant. Et je trouve qu'il a l'image de ce que doit être un Ballon d'Or, ce qui est l'inverse de ce qu'est Vinicius, notamment dans le chambrage et dans des comportements que je trouve très douteux. Et je pense d'ailleurs c'est ce qui a servi Vinicius. Et pour moi, la victoire de Rodri, c'est la victoire du football, c'est le collectif et c'est le joueur, le point d'ancrage de City et de l'Espagne. Donc bravo Rodri. Guy, qu'est-ce que t'en penses? Rodri, t'es content de sa Je vais victoire? déjà t'enlever de la bouche Rodri as-tu du cœur. Je m'étonne que tu ne l'aies pas encore faite. Alors, celle-là, il faut la faire en buvant un coup de N'ai-je cidre. donc tant vécu que pour cette infamie ne suis-je blanchi sous les travaux guerriers que pour voir un injure flétrir ton ongulaire. Alors, non, écoute, pour moi, elle est méritée. Mais je comprends que pour d'autres, elle ne le soit pas. Ça ne m'aurait pas gêné que Vinicius soit Ballon d'Or. Je suis heureux que Rodri le soit. Ça correspond à 2 visions différentes du foot. Absolument. Je pense que Vinicius fait rêver les mômes, quoi. Nous, ceux les plus mûrs, les plus voilà, qu'on a la bouteille, et on a une vision plus comment dirais-je, Romantique. global, non, peut-être parce plus que global, Vinicius, c'est romantique. C'est un ailier, est un enfant perdu de Monterland. Je t'ai cité, dis Oui, donc, tu m'as cité Lucide, oui, Corneille, c'est sûr que, ouais. Corneille et Monterland en 3 minutes. Oui. Non, Vinicius, c'est un enfant perdu. Il y a quelque chose de romantique. Il en fait trop. Et justement, ce manque de maturité lui a coûté le Ballon d'Or. C'est évident. Comme disait Emmanuel, il a des réactions puériles. Il a une pression terrible. Il est pris entre 2 feux. Il est pris entre les connards de racistes qui l'insultent. Et donc, il réagit comme peut réagir quelqu'un d'immature face à cette souffrance. Et il est pris aussi par les contraintes du business d'un grand club comme le Real et comme son président dont je parlerai tout à l'heure. Donc, pour revenir clairement sur la réponse que tu attends, évidemment, pour moi, Rodri mérite ça, d'autant que même sur le plan statistique, ses stats sont meilleures que celles de Vinicius, excepté en termes de buts par match. Mais sur les passes décisives, sur les passes, verticales, tu sais, qui transpercent les défenses, etc. Il est meilleur, et il a des stats infiniment meilleures. Et puis surtout, en équipe nationale, il a été beaucoup plus déterminant. Et
Vinicius a été inexistant en Copa et le Brésil ne le reconnaît pas comme il reconnaissait Neymar. Donc il a une influence quasi nulle en ce moment sur l'équipe brésilienne. Ça va venir. Il est jeune et je pense que c'est pas mal qu'il attende un petit peu, mais il le méritera. Et on a Antoine de Bordeaux. Bonsoir Antoine. Salut tout le monde. Bonsoir Antoine. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es content de Vinicius sur le toit des joueurs de football, comme il y a le toit du monde avec l'Everest? Rodri. Rodri, pardon. Avec, ma langue a fourché, pardon. Ouais, avec Rodri, ouais. Je suis plutôt d'accord avec Guy. C'est-à-dire que je suis plutôt content qu'un joueur comme Rodri ait le Ballon d'Or. Mais je suis assez stupéfait que ce soit pas Vinicius qui l'ait eu, vu les dernières éditions du Ballon d'Or et sur quoi a été jugé un joueur, en fait, un milieu défensif qui a un Ballon d'Or, c'est pas arrivé depuis longtemps. C'est quasiment jamais arrivé, un milieu défensif. Des défenseurs, il y a eu Cannavaro en 2006, Zammer en 96 et Beckenbauer en 72-76. De mémoire, je crois que c'est les seuls défenseurs qu'il y a eu, mais milieu récupérateur. Il y a eu Lothar Matthäus quand même. Oui, mais qui jouait numéro 10 quand il a eu le Ballon d'Or en 90. Ouais. Après, il a joué libéraux, mais en 90, il jouait numéro 10. Oui, vas-y Antoine. Oui, moi, le joueur, enfin en tant que joueur, je trouve qu'il est devenu un peu plus adulte par rapport au début. Il fait plus de meilleurs choix et vraiment, c'est lui qui a tenu l'attaque du Real Madrid pour ma part. Sur le terrain, après l'homme, c'est vrai que moi j'ai un peu plus de mal avec ça. Il titille un peu tout le temps. C'est pas le style de joueur que j'aime bien regarder. Ouais, je suis assez stupéfait parce que au même titre, enfin oui, il a pas gagné l'Euro, mais parce que il est brésilien, mais il a gagné avec des champions, il a gagné le championnat avec le Real. Dans ce cas-là, Carvajal qui lui a gagné l'Euro, qui tient aussi la défense madrilène et qui finit 4e. Ouais, mais c'est le système en fait de notation qui fait ça. Mais bon, moi j'étais un peu stupéfait quand même. Alors on va en parler. Il y a un sondage sur Twitter. Pour le moment, vous dites à 57% que Rodri mérite son Ballon d'Or. Je voudrais vous poser une question. Tu voulais réagir, Guy, parce que je voudrais vous poser une question à tous et à Maxime. Je voudrais juste dire à Antoine une petite chose quand même. C'est quand même le pilier de béton du système Guardiola à Manchester City, Rodri. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je suis juste stupéfait que ce soit un milieu défensif chez le Ballon d'Or. Après qu'il le mérite, ça, moi je suis d'accord. Oui, d'accord. On est d'accord. Mais est-ce que c'est pas finalement un bon retour des choses d'avoir Rodri, un milieu de terrain, un besogneux, très bon technicien, qui soit Ballon d'Or? Parce que pendant 15 ans, on a vécu Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo, où il y avait que deux attaquants et deux joueurs qui étaient des joueurs fabuleux, mais qui n'auraient jamais mérité le Ballon d'Or. En 2013, par exemple, c'était Ribéry. En 2010, quand l'Espagne est championne du monde, on mettait Xavi, Iniesta ou même Snyder qui était finaliste mais qui avait fait une Coupe du Monde énorme. Est-ce que finalement, c'est pas un juste retour des choses? Si on va demander à Maxime. Moi, quand je vois ce résultat-là d'hier soir, je peux que regretter le classement de Griezmann en 2018, par exemple. Ah oui, ça on est bien d'accord. J'espère ou même en 2016, je t'arrête. Oui, en 2016 aussi. Mais j'espère qu'à l'avenir, on reviendra vers un système de notation tel que celui-là et qu'on ne va pas repartir sur des Vinicius-Mbappé, Mbappé-Vinicius, enfin ce genre de duo, quoi. T'as pas mis Haaland. Alors le problème, c'est qu'au niveau international, il réussira pas grand-chose. Et puis, il y a des critères subjectifs. Haaland, c'est pas glamour, quoi. Tu vois, c'est Robocop, c'est un mec... T'as l'impression qu'il c'est enveloppe. Il arrive d'une autre planète. Non mais excuse-moi, Zammer, il n'était pas poétique non plus quand il a eu le Ballon d'Or. Tu vois, moi j'aime bien tu te souviens-toi comment jouait Cantona, le col relevé. Enfin, je veux dire, il y a une allure des footballeurs. Et Rodri, il a cette classe-là. Ça c'est vrai. Ce qui donne d'ailleurs du grain à moudre à des mecs qui ont des sales mentalités et qui disent c'est encore le blanc bien propre au détriment du black, etc. Ce qui est faux. C'est juste simplement que dans les critères de France Football pour attribuer le Ballon d'Or, il y a aussi l'éthique, le comportement, le fair play. Comme disait les profs au CP, la présentation compte pour 2 points. Bravo. Bon élève, Guy. Emmanuel. Non, l'exemple de Maxime, je le trouve intéressant, mais j'en tire pas les mêmes conclusions parce que pour moi, l'exemple de Griezmann 2018, finalement, c'est réparti entre Mbappé, Varane, comme là, c'est réparti entre Carvajal, Bellingham et le maître à jouer en 2018, ça reste Griezmann. C'est le maître à jouer, mais je veux dire, c'est la même problématique de la dispersion des voix. À partir du moment où les journalistes mettent chacun 10 joueurs, là, ça a été réparti. Celui qui a une préférence pour Toni Kroos, il termine 9e. Celui qui a une préférence pour Bellingham, il termine 3e. Pour Carvajal. Et en fait, tous, ils peuvent être légitimes, mais du coup, il y a une dispersion des voix. Alors que Rodri, c'est le seul joueur représentant de City qui est crédible pour candidater au Ballon d'Or. Et il est champion d'Europe avec l'Espagne. Donc c'est le seul
seul qu'on peut rattacher avec l'Espagne, qui est championne d'Europe et qui est hors Real, donc qui est hors dispersion des voix. Antoine, tu veux réagir? Ouais, j'ai envie de réagir parce que moi, en fait, c'est peut-être plutôt le système de notation qu'il faudrait revoir en fait. Parce que quand on voit que revenir à l'ancien système où c'était les journalistes sélectionnés par France Football avec des journaux partenaires qui faisaient ça. Bah ouais, parce que là, je me suis un peu renseigné. J'ai vu par exemple, c'était Salvador qui a même pas mis Vinicius dans son top 10 de Ballon d'Or. Donc ça marche comment en fait? Ça marche à la ça va être comme l'Eurovision, quoi. Tu vois, non mais c'est vrai. Du coup, c'est biaisé, je trouve. Le fait qu'il y ait plusieurs prétendants d'une équipe, qui d'ailleurs a été nommée la meilleure équipe, la personne ne peut pas le gagner à cause de ça. Enfin, je trouve que c'est un peu biaisé. Moi, et en plus, t'as vu Antoine, on est passé de 5 à 10. Maintenant, ils mettent 10 joueurs, donc ce qui accentue encore plus le fait en effet que si là tu mets vraiment pas Vinicius dans les 10, c'est encore plus pénalisant pour lui, quoi. Il y a une question qui me turlupine et que je veux vous poser. Il y a quelques temps, il y a 2-3 ans, en 2018, ça fait même un peu plus maintenant, 2020, on nous disait que les Ronaldo, Messi à venir, c'était Haaland, Mbappé. Je constate que Mbappé a presque 26 ans, il les aura le 20 décembre, Haaland en a 24, ils ont toujours pas de ballon d'or. Est-ce que on les a peut-être pas vus un peu plus beaux qu'ils ne sont ? Non, mais il y a eu des critères pour Mbappé. Il a été. N'oublie pas que sa saison a commencé dans un loft. Enfin, il y a eu des choses qui ont vraiment entravé sa même si je suis convaincu, et je l'ai déjà dit ici, que il est au plafond de son art, mais il y a eu des faits de vie, enfin, tu vois, extra-sportif. Enfin, non, sportif, mais il a un début de saison qui a été foutu en l'air par les histoires avec le PSG. Peut-être même que ça fout encore en l'air moralement un peu Mbappé avec cette histoire de 55 millions. Il a commencé dans un loft, mais il n'est pas dans l'affaire avec Loana, hein, on rappelle quand même. Non. T'es d'accord avec ça, Antoine? Tu penses qu'on les a vus plus beaux qu'ils n'étaient? Alors, comme tout le monde l'a dit à très juste titre, Haaland aura toujours une faiblesse, c'est qu'il est la Norvège, c'est 5 millions d'habitants, il se qualifie rarement pour une Coupe du Monde ou pour un Euro. C'est un peu comme George Weah qui était un joueur fabuleux, Ballon d'Or, mais qui a jamais joué une Coupe du Monde parce que le Liberia c'est tout petit, quoi. Ah, il a pas de charisme, le mec. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il gagnera rien en sélection nationale, mais après, moi, je trouve ça un peu facile quand même de dire comme argumentaire que le fait qu'il soit pas correct sur les terrains, là on le met en avant en disant que c'est un des critères principaux. Quand on voit que par exemple pour le ballon d'or entre guillemets des gardiens, c'est Martinez qui a 2 fois de suite avec un comportement déplacé encore. En termes de comportement, lui bien pire, on est bien d'accord. Bien pire, donc je comprends pas en fait, c'est un peu facile. J'ai pas trop compris, vraiment, ce système. Il a raison. Il a 100% raison, c'est totalement mais après, contradictoire. Si Vinicius qui a mis 28 buts, il avait mis 50 buts, est-ce que ça aurait pas pris le pas sur le comportement qu'on lui reproche? On peut aussi se poser la question. Non, mais c'est vrai. Vraie question. Mais il y avait eu un cas dans l'histoire où ça avait coûté très cher, c'est en 2000. Zidane doit être Ballon d'Or. C'est Figo qui est Ballon d'Or. Mais je crois qu'il prend 2 cartons rouges, notamment en foutant un coup de boule à un joueur du Bayer Leverkusen qui était au sol, totalement. Et que ça a joué beaucoup en Ligue des Champions. Et je crois alors que ça qu'il fait une plus grande saison qu'en 98. En 98, il fait un grand match, c'est la finale. Point barre. Et c'est une réalité. Tu restes avec nous, Antoine. On va parler maintenant du comportement du Real Madrid. Vaste programme, puisqu'ils ont pratiqué la politique de la chaise vide au Théâtre du Châtelet. Tiens, il y a 2 sondages sur Twitter. Pour la première fois, Rodri mérite-t-il son ballon d'or? Vous dites oui à 61%. Et êtes-vous scandalisé par l'attitude du Real Madrid? Vous dites oui à 55%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Les vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Maxime Senna, et on a Antoine au 0826 300 300, Antoine de Bordeaux. On a dégrossi, on va dire ça comme ça, le ballon d'or. On va parler maintenant de l'attitude du Real Madrid qui scandalise beaucoup de monde, puisque en apprenant, l'hymne du Real, en apprenant qu'il n'y avait pas de ballon d'or pour Vinicius ou pour un autre joueur, ça aurait été Bellingham ou Carvajal, ils n'auraient pas laissé l'avion sur le tarmac de l'aéroport de Madrid, ils seraient montés à Paris. Et ce boycott choque beaucoup. Guy Carlier, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis scandalisé par l'attitude du Real et plus particulièrement par l'attitude donc de Monsieur Florentino Pérez, son président. El Presidente. El Presidente, oui. Et en plus, je tiens à dire que je suis moitié espagnol par ma mère, Carmen.
C'est très intéressant et pas du tout personnel, mais ça a son importance parce que je suis castillan et pas barcelonais ou catalan ou basque. Donc ou j'aime le Real, c'est une institution, c'est la Maison Blanche, et vraiment pour moi ça symbolise la noblesse du football, et cet homme-là, je le déteste. C'est un homme qui est en train de tuer le foot. C'est, je sais pas si vous le connaissez, il a ce look des bourgeois franquistes, vous savez, qu'on voit au corrida avec leurs petits mouchoirs blancs pour dire on vous donne l'oreille et la queue. Il fait pareil avec le foot, c'est-à-dire que quand il décide de ne pas envoyer les internationaux dans les équipes nationales, il prend cette décision et les joueurs s'écrasent et restent là où ils vont aux putes à Stockholm. Non, mais je veux dire, en tout cas ils vont pas en sélection. En tout cas ils vont pas en sélection nationale parce que Monsieur Pérez l'a décidé. Et on va vers ça, quand il décide de tuer la cérémonie du Ballon d'Or comme il l'a fait hier, il n'envoie pas ses joueurs. Et quand il décide qu'il y a un danger économique à une relégation, donc on va faire une ligue fermée et on va faire la Super League et on va y arriver. Et il n'y aura plus de descente, il n'y aura plus de risque, sauf financier. Si tu as des thunes, tu auras le droit de rentrer dans le cercle fermé, comme dans le sport nord-américain. Et ce jour-là, le foot sera mort. Voilà pourquoi je vous méprise, Monsieur Pérez. Muchas gracias. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Florentino Pérez est en train d'appeler là, on va le prendre tout de suite. Non, mais moi c'est drôle parce que j'ai pas du tout le même point de départ que Guy. Moi je suis plutôt pour le Barça, même si j'ai pas d'origine, et j'aime beaucoup Florentino Pérez. Donc on est vraiment sur un point de départ qui est différent. J'aime beaucoup Florentino Pérez parce que je pense que, surtout sur sa deuxième réélection, pas à l'époque des Galactiques, mais sur sa deuxième réélection, il a fait un travail extraordinaire. Et il suffit de voir le nombre de Ligue des Champions qui ont été remportées et voilà l'allant qu'il a remis au Real. Mais pour moi, en effet, le point de départ, le point de rupture du nouveau Florentino Pérez, c'est cette Super League où clairement il a tenté un coup de poker qui n'a pas fonctionné et il s'est cru plus haut que toutes les institutions de foot et il a eu tort. Et voilà, jusqu'à présent, il arrivait quand même à gérer sur le plan sportif, mais là, le dernier mercato était cataclysmique pour moi. Sur le cas Lenny Yoro notamment, qui montre une perte de pouvoir diplomatique du Real, et sur le choix d'Mbappé qui relève plus du caprice que d'une vraie logique sportive, on va dire. Donc on a l'impression, ça a confirmé, il faudra voir dans le temps, mais que Florentino Pérez perd un petit peu la main. Et oui, totalement, c'est un manque de classe du Real, c'est le plus grand club du monde, et pour moi ils sont pas à la hauteur de l'image qu'ils en ont, et c'est assez indigne. Ouais. En plus, c'est humiliant pour son entraîneur également, qui aurait dû venir. Et je pense qu'il y a une part épidermique, ce qui est en plus du fond dont je viens de parler. Mais ce vers quoi il va au niveau financier, c'est le monde qui va vers ça. Donc le foot est en train de mourir, comme sont en train de mourir toutes les choses qui sont nobles et par cupidité. Mais c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il y a aussi une part épidermique. Ils viennent de prendre 4-0 contre le Barça. Il y avait il n'avait pas envie de voir ses joueurs sur cette dans cette salle. L'orgueil, une espèce de, tu penses que les types sont au-dessus de ça, tu vois, qu'ils ont un statut social, qu'ils arrivent et en fait ils réagissent comme des midinettes, quoi. Alors Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Scandaleuse l'attitude du Real Madrid, c'est ce que disent les internautes sur Twitter, puisque pour le moment ils disent que oui à 54%. Moi je suis plutôt oui et non, c'est-à-dire c'est en même temps. Oui. Non, mais Antoine est suisse. Non, pas du tout, mais il y a une scission entre Real et Florentino et la FIFA depuis quelques années. Là, il décide de pas venir, donc je trouve ça pas du tout classe et un péché d'orgueil, et donc c'est nul. Et je pense que du coup le clash est désormais établi avec le Ballon d'Or. Tant qu'il y aura Florentino Pérez, je les vois pas venir l'année prochaine non plus. Voilà. Et en revanche, je trouve ça aussi d'un autre côté dommage que le Real était au courant. Alors soi-disant c'était une édition où personne ne devait être au courant. T'as raison, c'est une vraie question. Il y a eu des fuites. Donc je suis un peu, s'il n'y avait pas une mise au courant, le Real aurait été là, Rodri aurait été Ballon d'Or, et puis il n'y aurait pas eu tous ces débats, quoi. Donc bon, pourquoi encore il y a eu un passe-droit avec le Real et aussi City? Voilà. Tu as raison, et ça a dû jouer dans sa décision parce qu'ils étaient au courant. Et Rodri l'a reconnu explicitement, puisqu'il a dit que des amis à lui avaient envoyé visiblement etc. Donc Rodri les instances ont menti. Et donc là aussi, ça a contribué à l'irritation. Enfin, quand on est président du Real, on passe outre les irritations. Ça. Et pourtant, ils sont pas mal lotis. Ils ont 4 joueurs dans les 6 premiers. Maxime veut réagir. Moi, je voulais saluer le geste écologique de Florentino Pérez. Bah oui. Pas d'avion en direction de Paris.
heures d'aller-retour, c'est très bien, bravo à lui. Non, il paraît oui que c'est les dirigeants de Manchester City qui ont directement averti les dirigeants du Real que c'était Rodri le gagnant du Ballon d'Or, donc forcément... Ce qui est vraiment pas mal. Je comprends la réaction d'orgueil aussi du club qui s'attendait à voir Vinicius titré. Et qui finalement se fait coiffer après, au poteau. le Real, ça reste quand même et de très loin le club qui a eu le plus de ballons d'or. Même sur ça, même sur les résultats individuels le plus titré, je pense qu'ils peuvent supporter une année de même si une fois de plus on peut remettre en question Rodri. Ils en ont 4 dans les 6 premiers. Bien sûr. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce club, quoi. Mais une question, est-ce que vous pensez pas que, alors quand on lit les réseaux sociaux, tous les tweets, Instagram, Facebook, machin, des joueurs qui disent Vinicius, c'est toi le vrai ballon d'or, Vinicius ceci, Vinicius cela, c'est pas vraiment contre-productif ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que tu en penses, Guy ? Non mais cherche à qui profite le crime. Tous les joueurs qui font ça. Si Gianni envoie ça, c'est qu'en ce moment il est un peu dans une mauvaise. Il a intérêt à être bien avec le Real, avec Vinicius, avec tu vois bien. Parce que c'est du faillotage. Évidemment. Non mais enfin c'est de l'opportunisme. Il y a une part d'opportunisme. Bien sûr, parce que faire ça en fait, c'est autant soutenir Vinicius que le Real et que Florentino Pérez, le patron à qui tu peux demander une augmentation dans 2 mois. Donc, faut être clair. C'est pas que juste je défends mon pote et j'aurais aimé qu'il soit ballon d'or. Il y a aussi c'est un peu d'intérêt individuel. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, fais pas jouer Modric, regarde, j'ai soutenu le. Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? C'est du faillotage ? Parce que moi, je suis tombé de l'armoire en voyant les tweets, les machins. Vinicius, c'est toi le meilleur. Enfin, le nombre de fois où tu tombes de l'armoire, mais vraiment. Et c'est une Louis XVI en plus. Elle est magnifique. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a quand même, j'ai pas envie d'être trop fleur bleue, mais je pense qu'il y a aussi quand même pas mal de joueurs qui ont tweeté ou mis des posts Instagram parce que c'est leur pote, je pense quand même. Et après, ce qui m'agace un peu plus, c'est le côté un peu ethnique, quoi. En fait, c'est ça qui est dangereux, c'est de dire, c'est que vu qu'il est de couleur de peau noire, c'est à cause de ça qu'il n'a pas été ballon d'or. Alors qu'il y a d'autres critères quand même qui rentrent en compte. Bien sûr. Donc, d'autres critères qui rentrent en compte, pas celui-là. Donc, et d'un point de vue ethnique, c'est que des blancs qui gagnaient. Enfin, l'année dernière, il n'y aurait pas eu Benzema. Donc, il n'y a pas trop de sens. Et c'est dangereux, je trouve, dans l'ère dans laquelle on est. Déjà que les réseaux sociaux ça peut partir un peu dans tous les sens. Je trouve ça dommage d'en arriver là, quoi. C'est plutôt ça qui me dérange. T'as 100% raison, Antoine. À chaque fois, de toute façon, tout n'est que prétexte à ça. Bien sûr. Donc voilà, Rodri, c'est l'image du blanc, du bon blanc. C'est terrible. Les commentaires. Ethniques, en fait, c'est du racisme à l'envers, quoi. Tu vois. Non, mais j'ai horreur dans ce domaine des statistiques ethniques et dans les 10 j'ai horreur du mot racisé, mais dans les 10 premiers, t'as quand même Vinicius, Bellingham, Mbappé. Non, mais et Yamal. fais pas ça. Tu rentres dans leur jeu. Tu rentres dedans. C'est pour et ça surtout, qu'on peut pas filer le racisme parce que Vinicius, c'est pas ballon d'or. Faut jamais rentrer là-dedans. Non, mais je rentre pas là-dedans. Non, mais vous en parliez. Griezmann, Snyder, Ribéry, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi leur excuse ? Enfin, je veux dire, en fait, il y a des injustices existent, la déception existe. Il faut arrêter de voir des causes à chaque fois beaucoup plus. Enfin, parfois c'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Je pense. Et là, il y a un peu de parano de la part et beaucoup d'amalgame, surtout sur le sujet, quoi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Antoine de Bordeaux. Antoine. Et puis, merci Antoine. Les meilleures ondes pour les Girondins de Bordeaux. On en parlera. Les supporters du PSG, je crois, Antoine. Et les supporters du PSG en habitant à Bordeaux. Je suis pas de Bordeaux de base, je viens de Paris, donc bon. C'est un exilé. Il y en a beaucoup, malheureusement. Ça, c'est notre Bordelais, Maxime Sénat. Dans quelques instants, avec le But Football Club, on va retrouver Bastien Aubert, correspondant du But Football Club à Marseille. Oh, ça rappelle des grands duels. Tiens, Bordeaux-Marseille, à l'époque de Claude Bèze et Bernard Tapie. Ouh là là, ça a été grandiose à l'époque. Et on va en parler justement du classique OM-PSG. On connaît le résultat et on va le décrypter en long, en large, en travers. Restez bien avec nous, les vraies voix du foot. Bordeaux-Marseille, le vrai classique. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Manuel Galasso, Maxime Sénat et on retrouve Bastien Aubert, correspondant du But Football Club à Marseille. Tiens, c'est parti. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Bastien. Salut Philippe, salut à tous. Salut Bastien. Bonjour Bastien. Salut. Alors toi, tu es du côté de la commanderie ou de la canebière, comme tu es le correspondant du But Football Club à Marseille. On va décrypter ce classique. On va le dire à la française, comme il y avait le Classico en Espagne le même week-end. Dans long, en large et en travers, comme je l'ai promis. Je vais vous demander à tous une réaction. Comment tu juges ce classique à froid, Bastien ? Alors déjà, je pense qu'il y a 2 lectures à porter à ce classique. Alors effectivement, je pense qu'on va parler forcément de l'erreur, ou tout du moins l'erreur qui a été estimée de François Le Texier. On va en parler un peu plus tard, c'est ça.
Un petit peu plus tard, alors si tu veux qu'on parle plutôt du contenu, je pense qu'il faut être très clair. La physionomie match a été très rapidement embarquée, c'est-à-dire que le PSG nous a marché dessus. Je vais parler au nom de tous les Marseillais, on a été broyés dès les premières minutes de jeu, avec un état d'esprit complètement absent, il faut le signaler, avec un milieu de terrain trop neutre, trop faiblard à mon goût, des erreurs défensives, mais c'était prévisible, et surtout, comme l'a souligné le coach de Zerbi en conférence de presse à laquelle j'ai assisté, un manque de détermination, d'investissement et de courage, ce qui est un petit peu problématique dans ce genre de grand rendez-vous. Donc le Classico était à sens unique et c'est tout à fait légitime que le PSG soit reparti avec les 3 points. Emmanuel Galasso. Oui, alors j'entends l'explication de Deserbi. On a senti en effet les joueurs empruntés, peut-être impressionnés, avec les jambes qui tremblent un petit peu. Mais moi, j'ai envie de poser la question à Deserbi, qu'est-ce qu'il attendait en fait? Parce qu'en mettant cette équipe-là, avec cette animation-là, d'un jeu de position qui est super, hein, contre Montpellier, on peut gagner 5-0 en jouant comme ça. Mais à Montpellier, même le TFC peut aller battre 3-0 en étant à la cave. Alors, laisse le TFC en dehors de tout ça, Philippe, s'il te plaît. Excuse-moi. Non, mais tu vois, en fait, je me dis vraiment qu'est-ce qu'il attendait, et surtout, est-ce qu'il a vraiment, alors j'espère que oui, parce que je pense que c'est un vrai pro, est-ce qu'il a regardé les matchs du PSG contre Girone, contre le PSV, en voyant que c'est vraiment quand tu les prends haut, que tu les prends à la gorge et que tu les bloques que tu les presses dans leurs 40 derniers mètres, que tu peux les embêter, c'est la seule option. Alors ça garantit pas un résultat, mais si tu fais pas ça et si tu leur laisses le loisir de venir te marteler comme ils l'ont fait dès les premières minutes, il y a rien à espérer au-delà même du comportement des joueurs et bien évidemment des manquements collectifs. Guy. Oui, pardon. Déjà le match contre PSV était un match en trompe-l'œil. PSG aurait dû gagner, largement, ils ont manqué de réussite d'une façon hallucinante. Donc le niveau, beaucoup de maladresse, il y a beaucoup de maladresse, mais le niveau, d'accord, mais le niveau général de l'équipe a dû, malgré tout, ils sont pas idiots et De Zerbi est pas idiot, les impressionner. Et moi, ce qui m'a frappé, évidemment, tout a changé à la 20e minute, mais ce qui m'a frappé pendant les 20 premières minutes, c'est cette espèce d'inhibition des Marseillais, de peur. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que dès le début du match, ils avaient peur. Et c'est pas un manque de détermination, c'est un manque de courage. Mais de courage, c'est-à-dire, ils n'ont pas pu transcender cette peur. Tu vois ? Donc ils étaient tétanisés, quoi. Ils étaient là comme un, tu vois, un serpent sous la flûte du PSG, quoi. Moi, je vais vous dire le sentiment que j'ai eu en voyant le match. On va parler du début déjà, puis après on va parler sur le gros fait de jeu, c'est-à-dire l'expulsion d'Amin Harit, carton rouge direct, on revient de suite. J'ai eu l'impression de voir, ça fait un truc de vieux con, hein, des équipes de France dans les années 70 jusqu'à l'avènement de Platini qui allaient jouer à l'extérieur ou jouer les grosses équipes avec le trouillomètre à 0 et qui attendaient de prendre leur rouste et de prendre leur but. T'as pas eu ce sentiment? J'ai eu ce sentiment et d'autant plus accentué que, pareil, en équipe de France, t'avais 1 ou 2 joueurs qui étaient au niveau et qui jouaient que pour leur gueule. Et là, ce qu'a fait, par exemple, Greenwood, c'est de la trahison. C'est-à-dire que le gars a joué pour sa gueule, il a refusé de se mettre au service de l'équipe, alors que lui avait le niveau, était à peu près un des rares à avoir le niveau des gars du PSG. Je trouve ça, c'est vraiment grave. Les autres avaient peur, n'étaient pas au niveau, avaient des circonstances atténuantes. Mais ce qu'a fait Greenwood dans les 20 premières, dans tout le match, mais on peut dire que ce match a perdu un peu de sens à partir de la 20e minute. Alors, on va parler du gros fait de match. Alors là, ça a tweeté, ça a facebooké, ça a tout ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Le pauvre François Le Texier s'est fait défoncer ou soutenir. Moi, je l'ai soutenu dans mon coup de gueule hier des vraies voix. Toi, tu étais au stade, Bastien, et tu penses qu'il n'y avait pas carton rouge et que c'est ce qui a fait basculer tout le match. Bastien ? On a perdu Bastien. On va retrouver Bastien Aubert du But Football Club tout de suite. Tiens, on va continuer parce que toi, tu penses qu'il n'y avait pas carton rouge, Emmanuel. Je pense en effet qu'il n'y avait pas carton rouge. Alors, faut être clair tout de suite. Pour moi, ce rouge n'est pas un scandale. C'est-à-dire qu'on peut pas dire Monsieur Le Texier, waouh, qu'est-ce qu'il a fait, il a perdu la tête, qu'est-ce qu'il lui a pris? Non, pas du tout. Monsieur Le Texier, il a appliqué à la lettre le règlement. On rappelle, en cas de geste non maîtrisé qui peut mettre en péril l'intégrité de l'adversaire, c'est carton rouge. Pour ce qui est de l'intégrité, moi je suis pas convaincu. Il y a la trace, évidemment, il y a des éléments marquants. Il y a la trace sur le torse de Marquinhos qui peut être choquant. Est-ce que Marquinhos, son intégrité était vraiment en péril? Est-ce qu'on était très inquiet? Non, il s'est relevé, il était plein d'énergie, il était prêt à rejouer dans la seconde. Donc en fait, moi ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être, est-ce qu'on peut demander aux arbitres et à Monsieur Le Texier comme aux autres, parce que là c'est lui qui est pris en exemple, mais il y a d'autres arbitres qui sont, enfin tous les arbitres sont concernés. Est-ce qu'on peut pas leur demander de mettre
un peu de sentiment, parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Est-ce qu'ils peuvent pas plus s'adapter au jeu, au ressenti là? On parlait, c'est à la 20e minute de jeu, c'est en plus un derby, mais dans des conditions parfaites, c'est-à-dire qu'il y a pas, on sent qu'il n'y a pas d'animosité. Monsieur Le Texier est au milieu, c'est un acteur. On a connu des OM-PSG où ça taclait à la gorge à la 10e seconde. À la fin des années 90, début 2000, c'était une barbarie. Mais ce que je veux dire, c'est que l'arbitre est acteur, pour moi, du jeu. Il est au cœur du jeu. Et il a aussi un rôle psychologique de sentir comment se passe le jeu. Et on peut partir d'un principe que si le règlement est en décalage par rapport à la situation et au ressenti de l'arbitre, il peut prendre l'initiative de mettre un jeune. Et juste, Philippe, pour finir, je pense que si Monsieur Le Texier met un jeune, peut-être que ses supérieurs lui diront t'aurais dû mettre rouge, mais je pense qu'il n'y a aucun scandale et les Parisiens n'iront pas crier n'iront pas lui taper dessus et autre sur ça. J'ai reçu un texto très sympa d'un ami qui s'appelle Eric qui met carton orange, mais c'est pas encore dans les règles du football. Oui, Guy, toi t'es pas d'accord avec Emmanuel et après on va voir Bastien qui est au stade. Je suis pas d'accord, j'ai changé d'avis en fait. Au début, moi je l'ai trouvé sévère sur le coup. Le carton. Le rouge direct. Le rouge direct, j'ai trouvé sévère parce qu'effectivement, Marquinhos a joué tout de suite. Il y a pas. Mais quand tu analyses. D'abord, Le Texier, l'intégrité de Le Texier ne peut pas être mise en cause. C'est un de nos meilleurs arbitres sur le plan international. C'est le meilleur depuis longtemps. Il est reconnu, il a eu une finale d'Euro à 35 ans. Le gars, c'est vraiment pas une chèvre. Donc, c'est un très bon arbitre. Il a eu l'image il y a une image fixe où tu vois le pied sur Marquinhos. Et ensuite, l'autre soulève son maillot, malin quand même, Marquinhos, et il montre la trace. Et cette trace de sang, c'est une espèce de symbole. Et tu peux pas. Il y a une réaction psychologique chez l'arbitre. C'est un homme et il a cédé à ça. Je regrette que la VAR n'ait pas joué son rôle là-dessus. Alors, il a dit, parce qu'il s'est exprimé longuement sur le diffuseur, on peut le dire, c'est DAZN, il a parlé pendant plus de 8 minutes, il a répondu à Patrick Vieira, à tout le monde, en disant que dans l'oreillette, la VAR lui avait dit qu'il y avait bien carton rouge. Oui, mais je suis pas d'accord pour le coup avec toi, Guy. Je pense que la VAR a bien fait, parce que c'est pas une erreur manifeste pour moi. On peut pas dire qu'il y a une erreur manifeste. Alors, tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas carton rouge parce que, il peut y avoir carton rouge, mais j'aurais aimé qu'il ne mette pas. Tu viens de donner un argument que je tiens pour juste en disant il y a l'esprit et il y a la loi. La VAR est pas stupide et est capable et avec du recul dans le temps pour dire attends, on va être dans l'esprit. Surtout, ce que je veux dire, attention, vous ne méprenez pas. Je veux pas dire c'était un match important, télévisé, etc. Parce que ça, j'ai entendu ça et ça, c'est scandaleux. Tu peux pas dire. Ce qui est valable pour OM-PSG est valable pour Montpellier, TFC. Pour un match de district, c'est la même chose. Oui. Mais par contre, ce que dit Emmanuel, sur l'esprit, il a raison. Il n'y a pas de volonté, c'est pas un assassin, c'est pas Domenech, le gars, c'est pas tu vois, non mais, tu te rappelles comment, ou la défense de Nîmes, nous on a connu la défense de Nîmes, Kabil, Charles Alfred, bon. Mais pour moi, Domenech, il y avait deux frères. On peut exiger, on doit d'ailleurs exiger à l'arbitre qui est sur le terrain d'avoir cette sensibilité-là et de sortir du règlement. Mais la VAR, quand elle est consultée, la VAR, pour moi, c'est un robot. C'est des humains qui sont derrière, mais c'est un robot qui est censé dire erreur manifeste ou pas. Et eux, ils sont dans leur rôle de dire est-ce que ton erreur est manifeste ou pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une exigence vis-à-vis de l'arbitre central que je peux pas avoir vis-à-vis de la VAR. On a retrouvé Bastien Aubert, correspondant du But Football Club à Marseille, qui était à l'Orange Vélodrome. Alors, mais messieurs, je me décide pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un petit bug technique que je n'explique pas. Alors, c'est ce qui m'a permis d'écouter un petit peu tous vos arguments. Alors, comment tu l'as vécu, toi, en direct du stade? Comment ça s'est passé? Comment tu as réagi? Le public a réagi, etc. Ouais. Écoutez, honnêtement, quand on a vu l'action, on s'est retourné avec un collègue, pour le coup parisien, qui était juste à côté de moi. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la vitesse réelle est vraiment assez impressionnante. En fait, on n'a vraiment pas compris. Je pense que vraiment, quand on est bord pelouse, c'est encore plus impressionnant. Moi, mon hypothèse, c'est que François Le Texier a eu peur, clairement, qu'il y ait eu quelque chose de grave. Et qu'il a agi en son inconscience. Je pense qu'il a dégainé un petit peu trop vite ce carton rouge, forcément, maintenant, à passer, pardon. Mais je pense qu'il a eu peur et qu'il s'est dit, si ça commence comme ça, ce classico, ça va partir dans tous les sens, comme d'habitude. Donc, il va falloir stopper l'hémorragie directe, carton rouge. Alors on peut effectivement ergoter longtemps sur ce rouge, mais je pense techniquement qu'il a eu peur et qu'il s'est dit on va calmer un petit peu les choses. D'ailleurs les stats lui donnent raison puisqu'il n'y a eu qu'un jaune après ce rouge dans tout le match. On a senti que les esprits n'étaient pas très électriques évidemment. Forcément tout le monde ils se cachaient les mecs. C'est Holibert qui a pris le carton jaune pour être précis. Mais voilà, je pense qu'à vitesse réelle c'est compliqué à voir. Après effectivement il n'a pas forcément voulu consulter la VAR, qui aurait été peut-être plus utile, forcément. Il a consulté la VAR. La VAR, elle l'a tenu au courant par l'oreillette. Mais la question
la question qu'il a posée à la VAR, c'est est-ce que tu me confirmes, il a dit est-ce que vous me confirmez qu'il y a bien eu contact? La VAR a répondu oui, il y a eu contact, fin de la consultation. Oui, mais pour en revenir à ça, la VAR a une âme. Non, mais on dirait un mauvais roman de Catherine Pancol. Est-ce que les VAR ont une âme? Mais merde, c'est pas. Bien sûr qu'il y a le côté robot pour les lignes de hors-jeu, etc. Très technique, très robotique. Mais ce sont des hommes, ce sont des arbitres. Et ils ont le recul, ils ont les quelques minutes nécessaires que n'avait pas le Texier pour lui dire ouais, mais dans l'esprit, ce que tu as dit, Emmanuel. Je pense qu'ils doivent, c'est leur rôle aussi. Pour en revenir. Avec notre ami de but, pardon, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Pour le reste, tu penses quoi du coup, on ne sait pas quel est vraiment le niveau de l'OM. Tu en penses quoi? C'est effectivement sur ça que je voulais revenir. Effectivement, le niveau de l'OM, effectivement, il est un petit peu en dents de scie, il est assez compliqué à analyser. On a l'impression que contre effectivement les types d'équipes, ça cartonne. On voit qu'il y a beaucoup de buts. Tous les joueurs sont quand même en phase les uns avec les autres. Moi, sur l'aspect tactique soulevé par Emmanuel tout à l'heure, effectivement, on a bien compris que contre le PSG, il faut avoir un gros impact au milieu, beaucoup d'intensité, beaucoup d'individuation au milieu. C'est malheureusement ce qui avait été travaillé à l'entraînement pendant la semaine. J'y étais, donc j'ai vu ce qui s'est un petit peu passé, j'ai eu des échos. C'est ce qu'il avait demandé de Zerbi, c'est ça qui est assez incompréhensible. Il avait demandé à bloquer les couloirs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a mis William Brassi à gauche et Murillo à droite. C'était vraiment sa décision de bloquer les couloirs pour que tout le monde se retrouve un petit peu au milieu, que ce soit un petit peu le bouchon finalement. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. On a vu Barcola qui faisait ce qu'il voulait. Murillo qui s'est livré à lui-même. Il n'a pas été si mauvais que ça dans le duel à proprement parler, mais dès que Barcola prend la vitesse, on sait ce qui peut arriver. Il n'a pas du tout été soutenu par rapport à notre ami Greenwood, qui a été catastrophique pendant une mi-temps, il a été sorti. Et je trouve qu'il y a eu des manquements dans ce match qui sont lunaires. Et effectivement, je dois aussi préciser qu'un milieu sur le papier était quand même plus costaud du côté de l'OM. Ça se sentait devant la jeunesse de Neves et de Zaïre pour ne pas les nommer. Mais un joueur comme Rabiot, on sait très bien qu'il va pas être le plus fixe, c'est plutôt un joueur élégant et compagnie. Donc il fallait peut-être, je sais pas, il y a eu des manquements un petit peu de remettre un petit Kondogbia en défense centrale. Il a passé un mauvais match, mais il s'est débordé aussi. De Zerbi était en tout cas, pour vous dire en conférence de presse, j'en fais quelques-unes depuis le début de la saison, je ne l'ai jamais vu aussi abattu, il était consterné, il était, mais le regard hagard dans le vide. Il n'a pas voulu forcément polémiquer sur le rouge, même si on sentait qu'il avait quand même, il en avait gros sur la patate. Et je pense qu'il faut rebondir sur quelque chose d'assez important, justement sur ce sujet, les amis. Il a clairement dit que voilà, bon, ça fait 4 rouges qui prennent l'OM en 9 matchs, c'est quand même énorme. Et il a surtout dit, je pense qu'au bout d'un moment, le football français va devoir se mettre autour d'une table pour essayer de comprendre ces notions de carton rouge, parce que nous, on ne les comprend pas. C'est ce qu'il a dit, et effectivement, il avait l'air complètement... Emmanuel et Guy veulent réagir. Je voulais rebondir sur la partie Rabiot, que j'adore Rabiot. C'est vraiment un joueur que j'adore, et je pense que l'homme a fait un bon calcul en le prenant. Mais et là, ce sera une bonne chose quand il va revenir chez les Bleus, à mon avis. Je pense aussi. Mais là, vraiment, je me mets à la place de De Zerbi dans la gestion du groupe, dans la gestion des égos et de la hiérarchie de chacun. Quand Rabiot arrive à court de forme, et qu'on lui dit clairement, remets-toi en canne, dans 2 semaines, dès que t'es de retour, t'es titulaire. Par contre, Kondogbia, oui, Geoffrey, tu fais un super début de saison, mais dès qu'il arrive, tu vas jouer en défense centrale. En fait, je trouve qu'il y a une mise en péril de l'équilibre du groupe, de gestion de l'effectif. Brassier qui décale à gauche, il n'est pas défenseur gauche. Et en fait, je trouve que tous ces manquements qui étaient comment dire, presque symboliques et pas très graves face à des équipes moyennes, mais tu les payes cash face au PSG. Guy, on peut dire que De Zerbi a fait vraiment un mauvais match, comme ça arrive aux joueurs, tu vois, dans sa préparation toute la semaine. Pour finir sur Rabiot, que je trouve habituellement, justement, avec ce manque de détermination, je lui reproche un peu ça, ça a été un des plus déterminés, un des meilleurs. Donc ça situe simplement parce que lui n'avait pas peur, il a l'habitude de ça. Et puis il a l'habitude des gros matchs, il a joué au PSG, à la Juve, donc il sait ce que c'est que les gros matchs. Il avait des comptes à régler au PSG, avec le PSG. Non, mais c'est vrai. C'est clair. Reste avec nous, Sébastien Aubert, correspondant du Boot Football Club à Marseille. On continue le débat sur ce classique dans quelques instants, et vous voulez réagir, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est vous. Retour des vraies voix du foot avec Emmanuel Galasso, Guy Carlier, Maxime Senna et Bastien Aubert, correspondant du But Football Club à Marseille. On va continuer à parler du classique. Il y avait une question que je n'avais pas préparée, mais que vous m'avez inspiré, les gars, et c'est justement Bastien. Tu dis que tout le monde dit que le gros tournant du match, c'est le carton rouge. Ça, c'est clair que c'est le principal fait de jeu du match. Mais imaginons que monsieur le Texier ne sorte qu'un jaune
quel aurait été le résultat? 3-0 pareil, ou Marseille aurait pu revenir au score? Il y avait qu'un 1-0 à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui étais au bord du terrain, Bastien? C'est une excellente question, Philippe. D'ailleurs, tu me l'as inspiré, alors c'est logique. Hein. Mais Guy et Emmanuel aussi. Je l'avais anticipé. Alors, pour être très clair, le résumé va être très simple de ma pensée. C'est que je pense que le rouge a effectivement influé sur le cours du match. On est tous d'accord pour le dire. Mais finalement, il n'a pas changé la physionomie du match. C'est finalement de ça dont on parle. C'est ça. Je pense que le match était un petit peu déjà bien mal embarqué. On l'a bien remarqué. Et puis surtout, le non-réaction, la non-réaction des Marseillais. Et j'inclus, je tiens à le dire, le coach de Zerbi dedans. Parce que moi, globalement, j'ai été quand même déçu de la réponse à cette exclusion. Je pense qu'il n'a pas forcément agi dans le bon sens, et en tout cas il n'a pas eu de réaction qu'on aurait pu penser qu'il aurait. Donc c'est assez décevant par rapport à ça. Au moins il y a réorganisation tactique. Bon, il repasse à 5 derrière, mais c'était pas oufissime. Et puis surtout, on a l'impression qu'il avait été un petit peu lâché par quelques-uns, dont ce Greenwood qui franchement nous a déçus. Tout comme lui d'ailleurs. Je pense qu'il va y avoir un recadrage dans la semaine. Guy, qu'est-ce que tu en penses? Ça a complètement changé le résultat? Ou le PSG aurait de toute façon gagné? A priori, on peut dire que c'était l'écart sur les 20 premières minutes, ce 3-0. Oui. Mais tu sais comment c'est, le foot, il suffisait qu'ils mettent un but, le PSG prend des buts casquette. Voilà. Donnarumma sur une sortie. Et derrière, le public de l'OM, qui est vraiment un public incroyable, peut pousser, sublimer les gars et justement les désinhiber, dont je reviens sur cette peur. Et tu sais, ça arrive au foot sans arrêt, ce genre de retournement. Donc tout pouvait arriver. Mais sur la valeur intrinsèque de ce qu'on a vu pendant 20 minutes, c'était 3-0. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis totalement d'accord. Je pense que ça fait gagner du temps au PSG, parce que ça a mis Marseille un peu plus la tête sous l'eau. Mais pour moi, les 20 premières minutes étaient éclatante pour le PSG qui roulait sur Marseille. Oui. Mais voilà, si on fait un peu de foot fiction, on imagine qu'un carton jaune et comment auraient été les 70 minutes suivantes. Moi, il y a quand même quelque chose qui est pas rassurante pour l'OM, c'est qu'il n'y a pas de plan B. On sent qu'il joue d'une manière, ça ronronne un peu, et si un caillou dans l'engrenage, il n'y a pas de réaction. Marseille ne joue pas la Coupe d'Europe, donc Marseille n'est pas habitué à être confronté à beaucoup d'adversité. Des matchs à haute intensité. Et Marseille n'a pas été énormément challengé depuis le début de saison. Alors il y a des contre-performances, on doit gagner, on fait match nul, mais je veux dire vraiment, où dès le début tu te prends une marée pendant 20 minutes et tu dois réagir. C'est la première fois de la saison, et là on a senti que les joueurs étaient sans réponse et que leur coach De Zerbi les a pas guidés à ce moment-là. Bastien, toi qui étais au stade, comment a réagi le public et comment avez-vous réagi quand en deuxième mi-temps, en début, oui, alors, ils sont partis déjà à la mi-temps, mais quand on voit en début de deuxième période, dès que ça perd. Là, c'est la vengeance du Bordelais. Bastien est parti avant le rouge. C'était décevant, il a raison. C'était vachement décevant. Que les gens partent à la mi-temps, mais c'est dingue, au prix où sont les places en plus. Bastien, est-ce que au début de deuxième période, je fais ça de mémoire, Barcola vendange une belle occasion, Dembélé en a une belle qui ne cadre pas mais qui est signalée hors jeu, mais à mon avis il ne l'était pas, mais peu importe, de toute façon elle était au-dessus. Est-ce qu'on a eu le sentiment que le PSG, en menant 3-0 à la mi-temps, s'est dit maintenant on attend que ça se passe, il reste 45 minutes et si sur un malentendu on peut mettre un but de plus, on le fera, mais on arrête de jouer? Ouais, c'est un petit peu le sentiment qu'on a eu. Alors pour la petite anecdote, on était en salle de presse à la mi-temps et on regardait les gens partir du stade, et un confrère de Marseille depuis de très longues années m'a dit, je crois que c'est la première fois que je vois ça pour un classico, ça partait par vague, c'était assez impressionnant. C'était impressionnant les images à la mi-temps. Ça devait être dur pour les joueurs à vivre, parce que quand ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils ont vu les trous. C'était impressionnant, mais effectivement, même nous, entre journées, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'était malaisant, c'était gênant, cette situation, on savait pas... On savait que ça allait finir comme ça, forcément. On ne savait pas s'il allait en prendre 3, 4, 5. Et même De Zerbi, je pense que dans sa tête, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on doit jouer? Est-ce qu'on doit tenter le tout pour le tout? Ou justement bloquer derrière pour pas trop en prendre, parce que ça devient ridicule. Donc c'était une sorte de malaise ambiant. Les supporters, on les regardait, ils étaient inertes. Il faut quand même se rappeler qu'il y a eu des petits fumigènes qui ont été craqués quand même à la 75e minute, pour pas qu'on oublie quand même les supporters. Ils étaient là. Moi j'ai vu quand même, pour être honnête, l'avant-match qui était, une festivité était incroyable comme d'habitude. Les supporters, eux, ils ont été... Vous avez réussi l'avant-match, on ne va pas vous l'enlever ça. C'était impressionnant, c'était incroyable. Eux, ils y ont cru. C'est le vrai problème, parce que les supporters, ils y croyaient plus que les joueurs. J'ai l'impression sur ce match, et ça pose quand même problème, je pense.
Dis, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que quand on voit les vagues de public qui partaient à la mi-temps à la télé, c'était impressionnant quand même, non? Oui, puis c'est étonnant de la part du public marseillais. Je dirais, il y a certains publics où tu peux... Bordeaux, c'est un peu... Non, mais c'est des choses... Oui. Voilà, à Bordeaux, tu vois ça. J'attends. Mais à Marseille... non, mais Bordeaux, voilà, non, quoi. Tu vois, tu sublimes le tu les public. pousses jusqu'à la Comme mort. à Lens ou Quoi. Saint-Étienne. Voilà. Oui, évidemment, c'était dingue de voir ça à la mi-temps. Et pour revenir sur le PSG, je pense que quand on voit le scénario du match qu'ils ont eu contre le PSV et le nombre d'occasions vendangées, ça aurait pas été du luxe là de se remettre un peu de confiance devant et d'en mettre 5-6 en plus au rival marseillais. Et là, on voit encore un manque de mais là, on aurait dit ils ont piétiné, c'est un manque de respect. Non, je pense pas. Je pense que c'est du respect. C'est le respect, justement. C'est le respect. Maxime a une question. Tiens, vas-y, Maxime. Parce qu'on a vu le très bon début de saison de Marseille, il faut bien l'avouer. Suite à ce match-là et ce résultat-là, et visiblement le non-match qu'a fait Marseille dimanche soir, quelles sont les réelles ambitions du club là? Est-ce que moi on parlait en début de saison que ça jouait le titre. Ouais. Est-ce que alors visiblement là ça peut plus jouer ou quasi plus. C'est quoi les réelles ambitions de Marseille? Ah bah tiens, Bastien, est-ce que quelque part Monaco a pas pris un ascendant psychologique sur Marseille pour le duel du titre face au PSG? Monaco qui a perdu contre Nice dimanche. Oui, qui a perdu contre Nice, mais après avoir gagné en Ligue des Champions quand même. Alors pour répondre à la question, l'objectif de base, il est très clair, très précis, limpide, c'est le top 3, c'est-à-dire Ligue des Champions. Oui. Le titre, c'est un petit peu un rêve de tout Marseillais, forcément, mais l'objectif réel et concret, c'est la Ligue des Champions. 3. Vous y serez, Bastien. Pour être honnête, par rapport aux ambitions qu'on peut avoir sur la suite, notamment ce déplacement dimanche à Nantes, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un recadrage, un resserrage de vis très clair de De Zerbi sur son groupe, et puis surtout de ne pas laisser filer des points comme ça. Donc, contre le PSG, c'est toujours un petit peu aléatoire, mais il faut arrêter de laisser filer des points. La course commence à être un petit peu à les lancer. Monaco, effectivement, a perdu à Nice ce week-end, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça revient un petit peu derrière. Je pense que Lyon va peut-être revenir aussi. Ils sont encore un petit peu loin, mais je pense qu'ils seront présents aussi. Donc il va vraiment falloir un recadrage très clair sur les ambitions du club. Je sais que Longoria a été plutôt affecté par cette défaite, parce qu'il est passé malheureusement pour d'être un président un petit peu malheureusement un petit peu défaillant, forcément, devant son collègue qatari. Donc c'était pas forcément la meilleure image à renvoyer. Et je sais aussi que du côté du club, ils sont quand même très très conscients que l'entame de match a été catastrophique. Voilà, ils veulent pas polémiquer. On peut pas dire le contraire. Ils ont déjà tout donné, et voilà, ils se tiennent à carreau, ils silence radio, ils veulent se réfugier dans le travail. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'honnêtement, là, je crois qu'il y a que ça à faire. Dis, tu veux réagir? Donc le prochain match, tu dis c'est Nantes. À Nantes. Oui. Donc Nantes a besoin de points. Ils sortent ils ont besoin de se rassurer. Ça va être un match très très important, très intéressant. Ouais. Une dernière question. Est-ce que finalement c'est pas une victoire de Luis Enrique sur De Zerbi? Qui veut répondre? Moi je réponds oui. C'est ça la question. Je réponds oui. Enfin, je veux dire, Enrique a été critiqué. Moi, le premier, j'avais certains doutes sur... Alors que De Zerbi a été moins critiqué qu'Enrique, mais pas avec les mêmes effectifs. On va dire que Enrique s'est préparé à toute une saison avec la Ligue des Champions et d'affronter des grandes équipes, avoir différentes options de jeu et savoir s'adapter. Et De Zerbi, qui a que le championnat cette saison, joue je suis d'accord avec Bastien pour leur objectif qui est le top 3 et a créé un dispositif qui soit suffisamment solide pour embêter toutes les équipes, mais qui n'est pas encore prêt pour battre les plus grands. On l'a dit tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Bastien. Excuse-moi, Guy. Pour répondre à la question, pour moi, la vraie surprise, c'est Luis Enrique qui l'a créé. Tactiquement, il a recentré Dembélé. Ça, c'était une vraie bonne surprise et une vraie bonne idée, parce qu'on a vu les dégâts qu'il a fait. Alors que De Zerbi, il a finalement pas été surprenant. C'est ça qui est un petit peu décevant, finalement. Oui, et il a laissé la bride à Nuno Mendes, qu'il bridait depuis le début, ce qui fait que ça a accentué la pression sur les ailes, enfin sur l'aile gauche pour le coup, là où c'était faible à Marseille. Et je disais tout à l'heure que De Zerbi avait perdu ce match. Luis Enrique l'a gagné, ça ne met pas en cause le fond, à savoir que ce sont tous les deux des grands entraîneurs. Absolument, c'est une certitude. Oui, le mot de la fin, Bastien? Oui, honnêtement, j'entends tout ce qu'on peut dire. Moi, le premier, c'est la déception qui prime, c'est la gueule de bois encore ici à Marseille. Mais je fais confiance au staff. J'ai des très très bons échos, c'est que ça va bien travailler, ça va se reprendre en main. Il faut le souligner, De Zerbi reste très calme. On était un petit peu abattu, consterné, mais honnêtement, je sais je pense qu'il y aura une réponse, tout du moins
Dès dimanche à Nantes, je pense qu'il va y avoir des changements et pas des moindres. Donc je fais confiance à l'Olympique pour se remettre dans le sens de la marche. On suivra ça. On suivra ça, Oui, évidemment. parce on aime tous Marseille, même quand on est supporter d'un autre club. Mais oui, évidemment, parce que quand je veux non, c'est le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Et puis c'est un club de passion, sa vie, c'est voilà. Un club de passion. Merci à toi, Bastien Aubert, Merci, Bastien. correspondant But Football Club à Marseille. Il nous reste 1 minute 30. Merci, Bastien. Et comme on a un Bordelais avec nous, on est obligé d'en parler oui. parce que est-ce que tu es soulagé de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux, Maxime? Alors, poursuite d'activité jusqu'au 21 janvier. Wait and see, comme on dit en bon français. Notre correspondant, Ouais, c'est Maxime. ça. Oui, en direct du tribunal de commerce de Bordeaux, non pas du tout. Je suis soulagé, oui et non, parce que je m'y attendais un petit peu quand même. Une institution comme Bordeaux peut pas tomber comme ça non plus. On est déjà bien bas. Je me voyais pas descendre encore plus. Ce qui est sûr ce soir, c'est que la liquidation, c'est quelque chose qui est derrière nous. Il n'y aura pas de liquidation au moins cette année. Il y a eu des garanties visiblement apportées par Gérard Lopez, ou au moins des promesses qu'a entendu le tribunal de commerce. Et donc, on se revoit au 21 janvier avec cette situation de redressement judiciaire et cet engagement de réduction de dette. Et tu peux, sur le plan sportif, tu peux nous faire un petit point de la situation de Bordeaux en championnat? En championnat national 2, Bordeaux a 2 matchs de retard et 10e avec 10 points. Prochain match à Blois qui est devant nous de 2 points. Les premiers sont à 6 points devant, donc en soi, si on gagne les deux matchs en retard, on peut recoller au train de tête. Mais ce qu'il y a de difficile en N2, c'est que c'est seulement les premiers de chaque poule qui montent en national. Un seul. C'est très bien. Il y en a 3 qui montent. Et en coupe, ils viennent de se qualifier le week-end dernier, tu disais. Je tenais juste à te dire, Max, que je te trouve très digne et tu vis tout ça avec beaucoup de pudeur. Bravo à toi. Merci à tous. Merci Emmanuel Galasso, Guy Carlier, Maxime Sénat. Merci à cette merveilleuse équipe et merci à Bastien Aubert du Bout Football Club et à Antoine, supporter du PSG mais qui parlait du Ballon d'Or. Tout de suite, les clés d'une vie de notre ami Jacques Pessis qui reçoit un très grand magistrat, le juge Gilbert Thiel. Allez, on se retrouve demain 17h pour les vrais voix avec Cécile de Ménibus.